particulière, c'est qu'il y a très longtemps, en 89, je posais sur les fonds baptismaux le Club de la Presse Indre-et-Loire, avec deux journalistes remarquables qui nous ont quittés, Renaud Lafargue et Patrick Fourmiguet. Et avec Xavier Bezout. Voilà. Donc on est très heureux que s'ouvre ici un cycle de off lié aux assises du journalisme qui se dérouleront bientôt ici. Et très heureux aussi d'inviter Vedette, qui sera comme ça dans le monde de la caricature, qui sera lui invité pour les assises du journalisme. Voilà. Je voulais débattre de ce beau sujet. Dans une autre ville, il faut que vous sachiez que le bureau de l'AFP était en grand danger et a failli disparaître. Et qu'il a fallu tout l'art du monde pour que certains comprennent qu'il faut des acteurs locaux qui se bougent pour que les journalistes qui sont en charge des correspondances régionales et locales puissent avoir de la matière. Sinon, au regard des contraintes budgétaires et des contraintes éditoriales, on a vite fait de rayer de la carte un bureau qui, pour autant, est utile à tous. Voilà. Merci. Je voulais juste à mon tour remercier bien sûr Arcade Institute de nous accueillir pour ce premier off des assises du journalisme. Alors c'est une première très importante. Alors à l'initiative du Club de la Presse Centre Val de Loire, qui est un peu la cheville ouvrière locale depuis l'implantation des assises du journalisme à Tours. Et tout cet événement est parti en fait d'un débriefing qu'on a fait avec les assises du journalisme qui souhaitaient enraciner leur événement dans le tissu local et qui voulaient vraiment que le tissu local, à la fois des journalistes mais aussi du grand public, s'approprie cet événement. Et pour ça, évidemment, il fallait que cet événement vive au-delà des 3 jours des assises et donc commence à vivre avant. Donc, partie de cette idée-là, on s'est dit, avec le Club de la Presse, et puis ensuite on a ouvert, on s'est dit, il faut créer une série d'événements. Et puis on a phosphoré un peu sur les noms avec les assises, avec nos partenaires, et on s'est dit, on va faire le off. Et off, évidemment, en termes de journalisme, ça parle, bien sûr. Et donc, je suis très heureux que cette conférence inaugurale ait lieu aujourd'hui dans ce lieu qui est superbe. Donc, je remercie évidemment Arcade de nous accueillir. Je remercie aussi les partenaires qui nous ont rejoints pour cette première édition. Donc, le PJT, il y a Laurent Bigot qui représente le PJT aujourd'hui. Et bien sûr, TMV, mais ça, je vais faire rapidement. TMV, c'est pas très important. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'occupe un petit peu aussi de TMV à mes heures perdues. Donc, juste pour préciser, je vais citer le PJT. Juste pour préciser que ces deux partenaires ne sont que les 2 premiers piliers d'un temple, j'espère, qui est amené à grandir. L'idée, en fait, par les off des assises du journalisme, c'est de fédérer l'ensemble des médias locaux. Donc, petit à petit, si vous revenez lors des prochains événements, il y aura d'autres partenaires médias qui vont nous rejoindre. Et l'idée étant que, au bout d'un moment, voilà, tous les médias locaux, qu'ils soient petits, gros, virtuels, internet, print, soient dans la barque. Et nous, l'idée, c'est d'ouvrir un peu les cuisines des médias au grand public. Parce qu'il y a toujours une espèce de petite défiance. Comment c'est fait les médias, il y a l'entre-soi. On ouvre un peu les cuisines et on leur montre un peu comment l'information se crée et se diffuse. Voilà, c'était l'esprit du off. Je voulais juste dire ça avant de passer la parole à Dominique Gerbeau, qui va d'abord présenter ses invités et puis qui va ensuite animer ce premier off. Merci et bonne soirée, à tout à l'heure. Eh bien, merci Mathieu. Donc on va vite entrer dans le vif du sujet avec Denis Rousseau, qui est donc le correspondant de l'AFP, qui a eu une longue carrière internationale et tout ça, mais qui aujourd'hui est implanté à Tours, et le correspondant de l'agence France Presse à Tours. Stéphane Frachel, correspondant des Échos. Tu as peut-être d'autres correspondances que les Échos, d'ailleurs. Plusieurs. Ouais, surtout les Échos. Bon, surtout les Échos, puis tu nous en parleras. Ouais. Une bonne vingtaine. Une bonne vingtaine. Oh ben voilà. Non. Moins d'une dizaine. Tu vois. Et Christian Panvert, pas la peine de le présenter, correspondant de RTL d'abord, deuxième peut-être aussi en sous-traitant de l'AFP. Voilà. Et moi-même, je suis donc Dominique Gerbeau, j'ai été 10 ans à la rédaction chef de l'ANR, et puis ensuite... et avant, et ensuite, et après, à La Croix, comme rédacteur en chef de La Croix, j'ai eu
Comme activité, fait, comme ça a été dit tout à l'heure, d'être à un moment président de la presse présidentielle et après président de Reporters sans frontières. Voilà, donc, et toujours proche des assises, puisque j'ai assisté, je pense, sauf à toutes les assises du journalisme depuis leur création. Alors on va débattre et on va discuter, vous allez intervenir, vous allez poser des questions, vous allez donner des expériences sur ce thème de l'information locale et l'information nationale. On va pas passer de temps c'est pas un cours de journalisme sur qu'est-ce qu'une information, une bonne information, une mauvaise information, vous le savez tous, mais on va essayer d'approfondir cette question, comment une information locale peut devenir nationale. Et vous allez nous dire, alors les uns après les autres, on va commencer comme ça, puis après je vous poserai des questions, on vous posera des questions, vous allez nous dire ce que doit être, peut-être d'abord ce que ne doit pas être une information locale pour devenir nationale. Bon, il y a un certain nombre de critères, et puis et ce qu'elle doit être obligatoirement si on veut qu'elle passe justement dans la presse nationale. Vous nous direz, c'est ça qui est intéressant pour les gens qui sont là, ce qu'attendent vos rédacteurs en chef de vous et des informations locales. Il y a aussi le correspondant Xavier Renard, le correspondant de La Croix. Tu nous diras ce qu'ils attendent de toi en tant que localier. Et vous allez nous dire aussi ce que vous faites pour les intéresser, pour essayer de les convaincre, pour leur dire mais si, je t'assure, c'est une bonne info et elle va intéresser d'autres personnes. Donc voilà, qu'est-ce qui peut intéresser nos rédactions nationales quand on est un correspondant local. Bon. Et moi j'aurais aussi une question qui me semble importante, parce que j'ai été aussi rédacteur en chef de La Croix. Qu'est-ce que vous faites vous ? Parce que je crois que c'est une partie de votre job. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour illustrer les grands débats nationaux ? On a des grands débats nationaux aujourd'hui. Il y a les états généraux de la bioéthique, etc. Que faites-vous pour essayer de trouver des angles locaux ? Allez, qui commence ? Denis, tu nous dis. Alors, moi, je pense qu'il faut être humble, avant toute chose. C'est que, comme la médecine, le journalisme, c'est pas une science, c'est un art. Donc, il n'y a pas de science exacte, il n'y a pas vraiment de critères. C'est vraiment la sensibilité, l'expérience qui joue dans l'appréhension de l'information. En fait, comme tu l'as dit, j'ai eu une expérience professionnelle variée, où j'ai fait des postes à l'étranger, en France, donc c'est un peu varié. Et partout où je suis passé, j'ai essayé de travailler de la même manière, en me disant que tout ce qui m'amuse, m'indigne ou m'intéresse, ça peut intéresser quelqu'un d'autre. Voilà, c'est un peu ça ma boussole. C'est une boussole extrêmement subjective. On va certainement parler de la subjectivité du journalisme. C'est un peu la bouteille à l'encre à chaque fois, mais n'empêche que c'est vrai, c'est très subjectif. Mais n'empêche que c'est un peu comme ça que moi je fonctionne. Moi, je dois dire que tu as beaucoup de chance parce que aux Échos, qui est un journal qui a longtemps été la propriété d'un actionnaire anglais, qui était le cousin français du Financial Times, et donc c'était le groupe Pearson jusqu'en 2008, il me semble. Mais on a gardé cet héritage très rationaliste, très rationnel, avec des chiffres. Donc toute PME qui ne faisait pas 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui n'avait pas 100 salariés ne passait pas la barre à la rédaction en chef des Échos. Et autant dire que dans la région Centre-Val de Loire, on peut dire que j'avais pas de travail, quoi. Et donc il a fallu se débrouiller pour trouver d'autres angles et trouver d'autres angles, c'est un travail quotidien, et j'imagine que ce sera la deuxième partie de la discussion. C'était juste pour dire que moi j'ai des critères très objectifs en tête tous les jours. Mais tu peux nous les donner ? Ce serait bien quels sont ces critères objectifs ? 50 millions d'euros de chiffre, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, 50 salariés, c'est le minimum. Ouais. Donc ça veut dire que, par exemple, j'élimine des sociétés qui semblent ici très importantes, comme par exemple HF Compagnie,
qui maintenant a vendu des activités. HF Compagnie, c'était le leader français. On en a beaucoup parlé avec Metronic parce qu'ils ont été les premiers à vendre les antennes satellites sur toutes les façades de France. Quand la télé hertzienne est devenue une télé satellite, c'est Metronic, le leader français, qui a vendu toutes les paraboles qui étaient dressées dans toutes les banlieues de France. Et donc, cette société, aujourd'hui, elle est passée sous les critères chiffre d'affaires et effectif. D'accord. Et donc, comment je fais ? Oui. Justement. Et ben voilà, enfin, c'est la deuxième partie j'imagine, de la discussion. Il y a des sociétés qui passent la barre parce qu'il y a une autre actualité. Je pense par exemple un autre exemple d'une société dont on a beaucoup parlé il y a quelques semaines, c'est l'école Cléopâtre à Ballon-Miret, qui ne passe pas la barre. C'est 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et 20 salariés, dont 10 en production. Ouais. Bon, sauf que ça se raccroche à une actualité de cours de récré, parce qu'ils ont un produit qui a beaucoup marché dans les cours de récré, la colle slime, cette pâte à prout qu'on malaxe et qui fait des proutes quand on enferme de l'air dedans. Donc voilà pourquoi cette société a été en tête de la page région des Échos. Alors toi, Christian. Moi, à partir du moment où effectivement la pâte à prout fait l'objet d'un article dans le Parisien, ça alerte aussi mes rédacteurs en chef, qui trouvent que finalement c'est assez intéressant, assez représentatif de ce que peut être la réussite d'une entreprise qui connaît un boom extraordinaire grâce à une idée de gamin sur YouTube. Donc c'est quelque chose d'assez sociétal et c'est assez à l'image de ce qui peut intéresser ma rédaction, c'est-à-dire quelque chose de représentatif, quelque chose de sociétal, et puis une info qui va intéresser aussi bien l'auditeur de Bordeaux que de Lille. C'est ça l'idée, c'est que l'information que je vais traiter puisse intéresser le plus grand nombre. On a 6 500 000 auditeurs, parce que tu parlais de chiffres, donc il faut effectivement que ce soit quelque chose qui puisse trouver écho aussi bien à Bordeaux, à Rennes qu'à Lille. Donc parfois on peut être très concerné par des sujets locaux depuis des années, parce que c'est notre truc, parce qu'aussi on est tourangeau. Moi je suis tourangeau depuis toujours, mais voilà, le sujet n'intéresse que les tourangeaux, c'est 100% tourangeau, donc c'est pas toujours évident de faire la différence entre le sujet qui va vous intéresser depuis des années, occuper les discussions des tourangeaux pendant des années, mais dont le Bordelais ou le Lillois se moque un peu. Alors après, ça c'est la première chose, et puis il y a aussi ce qu'on appelle le sujet d'illustration, où là on a des cases pour intervenir. Je sais pas, il y a des décisions gouvernementales qui sont prises. Le gars de Bordeaux travaille sur autre chose, le gars de Lille travaille sur autre chose, et moi je suis dispo. C'est moi qui vais illustrer, moi je sais pas, le malaise dans les pharmacies. Ça tombe sur moi, mais ça pourrait. Voilà. Donc l'illustration prend une part importante dans notre travail. L'illustration d'une information nationale. D'une information nationale. Donc, premier critère, il faut que ce soit reproductible dans d'autres villes, que ça puisse être compris, lu, intéressé, entendu à Bordeaux, à Strasbourg, et que ça n'intéresse pas que les tourangeaux. C'est ça le premier critère. Ouais. Est-ce que les uns et les autres, vous avez eu, j'allais dire, des refus assez nets de vos rédacteurs en chef en disant non, ça passera pas pour telle ou telle et telle raison? Quelles sont les raisons de leur refus, alors que vous êtes persuadé que c'est une information originale, donc c'est une information qui est appuyée sur des faits avérés, et que c'est une information qui est reproductible dans d'autres villes? Qu'est-ce que vous êtes persuadé que ça peut monter à Paris, et comment ils réagissent? Est-ce que vous avez eu des refus qui arrivent sur quels critères, quoi? Alors moi, je suis beaucoup sur la subjectivité, comme tu l'as remarqué, beaucoup plus que mes deux petits camarades. Et je pense que les rédacteurs en chef aussi sont subjectifs. Et ils sont pas forcément. Bien sûr. Ils n'ont pas toujours. Ils prennent pas forcément toujours les bonnes décisions. Oui. Donc c'est à nous de les convaincre. Parfois c'est difficile, parfois même on n'y arrive pas. Il y a un exemple qu'on a eu dans la région, c'est la 2 chevaux en bois.
Voilà, 2 chevaux en bois. Vraiment l'exemple assez phénoménal, mais je te laisse le raconter. Et j'ai proposé le sujet, j'avais vu ça dans un petit entrefilet, sans doute de l'ANR d'ailleurs, qui n'avait pas fait grand-chose, hein, mais ça m'a intéressé, donc j'ai proposé le sujet à Paris, et la première réaction, c'était dit non, on s'en fiche. Voilà, il y a même eu la réflexion un peu drôle d'un chef de la photo, que je ne nommerai pas, qui a dit bah oui, mais le moteur de toute façon il n'est pas en bois. Enfin, bon. Et voilà, et c'est tombé. Et puis on a attendu 1 mois ou 2, et puis je suis revenu à la charge. Je pense que c'était plus le même rédacteur en chef de service ce jour-là. Et là, il a accepté, et c'est un sujet qui a fait le tour du monde, quoi. Qui a changé la vie du mec. Hein, du mec. Ah oui. Le gars, au départ, me disait il y a quelqu'un de l'AFP qui m'a appelé. Ensuite, il me dit il y a Denis Rousseau qui m'a appelé. Maintenant, il dit il y a Monsieur Rousseau qui m'a appelé. Alors oui, l'information a eu un autre statut. Alors, ça a changé sa vie. Bientôt le révérend Rousseau. Et pourquoi ça a changé sa vie? Parce qu'effectivement, ce monsieur est dans un village un peu paumé à côté de Loches. Il bricole. Il a des doigts d'or, c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais il n'en est pas tout à fait conscient. Moi, je le rencontre avec le photographe et on découvre le gars qui nous fait une bagnole en bois, mais intégralement, avec différents bois. On trouve ça formidable. Mais lui, il se rend même plus compte que c'est formidable finalement. Voilà, alors ça, effectivement, à partir du moment où il y a les photos, c'est très important aussi. Photos plus texte, qu'est-ce qui se passe? L'AFP est traduite en anglais, en allemand, en arabe, elle fait le tour du monde. Et moi, mes rédacteurs à qui j'avais proposé le sujet aussi, qui étaient pas partants au départ parce que c'était, je peux le comprendre là pour le coup, parce que c'était très visuel. On me disait c'est plus pour de la presse magazine, c'est plus pour la photo, ce que je peux comprendre. Mais quand ça fait le tour du monde, ça devient un petit peu difficile de pas en parler parce qu'on est quand même dans un milieu où il y a beaucoup de suivi, il faut quand même le reconnaître. Et du coup, on m'a demandé aussi un sujet pour RTL, TF1 s'en est emparé, France 2. Et ce gars-là, je suis persuadé que si Denis n'avait pas fait la demande, il faisait encore sa 2 chevaux là, tranquille, parce que la 2 chevaux, ça faisait un bout de temps qu'il avait commencé. C'était 2002, un truc comme ça. Enfin, donc voilà. Et aujourd'hui, on lui propose, dernières infos, de la mettre dans un musée. Oui, de lui acheter sans doute très cher. Un émir lui propose une somme délirante. Alors il veut pas vendre. Mais il est malin à un moment donné, je pense qu'il vendra à un moment. Mais voilà un gars qui vit, je pense, avec des salaires très 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 modestes et qui aujourd'hui, grâce à l'AFP, franchement, grâce à l'AFP, peut vendre sa bagnole. Grâce à l'information. Non mais grâce à l'information. Mais sans l'AFP, il sort pas de Loches. Alors, est-ce qu'il y a des demandes de vos rédacteurs en chef qui vous ont complètement désarçonné en disant « mais ils sont fous » et est-ce qu'il y a des modes parisiennes? Ah oui, mais je pense que... Alors, vas-y, Denis Rousseau de l'AFP. Oui, il y a des modes à Paris. Bon, s'il ne fait pas des froid... exemples. Non, mais on va faire un exemple saisonnier. S'il ne fait pas froid à Paris, il n'y a pas d'hiver en France. Hein, dès que ça gèle à Paris, il faut faire des papiers sur l'hiver. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les inondations, pareil. Il y a un coup de vent à Paris, toute la France est balayée par la tempête. Quoi. En dehors de la météo, est-ce qu'il y a des modes? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris aussi dans vos demandes en disant mais où est-ce qu'ils vont chercher ça quoi? Est-ce que ça arrive assez souvent ou pas trop? À l'AFP, pas trop. Pas trop. Parce que, en fait, mais ça dépend où on est. En région centre, c'est bizarre. La région centre, parce que je fais des efforts, on va peut-être en parler pour faire vivre un peu l'actualité sur la région centre. J'essaie de trouver des sujets. Je m'intéresse au terrain, quoi. Hein, c'est ça qui me motive dans la vie. C'est un peu un angle mort de la presse française. C'est très curieux. Tours, par exemple, n'existe pas quasiment dans la presse française. C'est curieux. Et du coup, il faut beaucoup d'efforts. Et du coup, ils ne pensent pas à nous, quoi. Quand il y a des demandes spéciales, en ce qui concerne l'AFP, très souvent, je me dis pourquoi ils ne me demandent pas à moi. Ou quand on fait des sujets d'illustration, c'est très rare qu'on me demande un sujet d'illustration sur la région centre. On me demande plutôt en Alsace, dans le Nord, en Bretagne. Mais la région centre, c'est un espèce d'angle mort. C'est bizarre. Et toi, Stéphane, est-ce que tu as eu des demandes ahurissantes ou liées à des modes?
Non, pas vraiment de demande où j'ai été désarçonné. Pour compléter, je dirais qu'en fait, il y a plusieurs réponses à ce que dit Denis. D'abord, il y a beaucoup de journalistes qui sont dans les rédactions nationales et qui vivent ici. Oui. Et donc, du coup, ils se disent, bon, on va pas. Enfin, je connais, c'est pas vrai qu'il se passe ci ou qu'il se passe ça. Donc, il y a ce premier réflexe. Puis, il y a une deuxième chose, c'est qu'en fait, le Val-de-Loire, moi, je suis pas du tout tourangeau, je viens d'ailleurs. Le Val-de-Loire, tout est modéré. Donc, il n'y a pas quelque chose de saillant. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne pense pas à tout, parce que voilà. c'est... oui. C'est aussi pour ça qu'on est assez... C'est pas une terre de contraste. Voilà, on passe un peu sous les radars, quoi. D'accord. Et toi, tu as eu des demandes, dis-nous si tu as eu des demandes complètement ahurissantes de papier ou pas. Est-ce que tu as eu ça? Alors, pas tant que ça, parce que c'est pas du tout pour être corporate et dire voilà RTL, mais RTL s'attache beaucoup au travail des correspondants. Et on sait que c'est un peu notre force d'être sur le terrain. Bon, le gars de Nancy, il fait 120 kilos. Je peux vous dire que c'est pas le rédacteur en chef qui va lui dire écoute, ça se passe comme ça à Nancy. Il va dire c'est comme ça, voilà. Mais et tu on fais l'écoute. pas tout à fait 120 kilos quand même. Non, mais ce que je veux dire par là, il y a des caractères. Le gars de Toulouse, bon voilà, il vit à Toulouse depuis toujours. Il connaît son terrain, le gars de Bordeaux aussi, c'est des gens qui sont vraiment écoutés par la rédaction. Et quand moi je dis à Tours, je vous assure que ça se passe pas comme ça, on me dit mais c'est toi qui nous dis. Souvent d'ailleurs les rédacteurs en chef me disent c'est toi qui nous dis. On pense que, et moi je leur dis non franchement je me sens pas comme ça. Et on a vraiment des correspondants qui connaissent le terrain, qui ont des caractères, qui ont des convictions, qui se battent pour les sujets et on les écoute beaucoup. On n'a pas d'aberration. Non, on écoute vraiment, c'est plutôt le terrain qui fait remonter. D'accord. Alors, la deuxième partie dont on voulait débattre avant qu'il y ait un échange plus général, que faites-vous, vous, pour essayer de vendre des papiers locaux? Que faites-vous pour illustrer des débats nationaux? Bon, je disais tout à l'heure qu'il y a, ça y est, les états généraux de la bioéthique, avec des débats sur le suicide assisté, sur la PMA, sur les informations numériques de santé qui circulent. Bon, il va y avoir de grands débats. Comment faites-vous, vous, pour essayer, quand vous voyez ça, pour essayer de trouver des illustrations? Denis ou Stéphane, ou pour Xavier, un débat national. Je me tourne vers Xavier parce que c'est plus son domaine. Oui, mais parce que mais j'ai pris cet exemple et tu voulais terminer par lui peut-être. Non, pas du tout, pas du tout. Mais ça peut être la loi travail. Et toi, pour les Échos, est-ce que tu as trouvé, est-ce que tu cherches des illustrations locales et comment faire? Moi, je sais que alors pour les illustrations locales, très souvent. J'essaie de penser à des gens à qui j'ai refusé des sujets plusieurs fois. On a des cas de figure où on me propose des sujets. Là, aujourd'hui, par exemple, on me dit Macron veut plus ou moins mettre de côté des régions où l'agriculture ne fonctionne pas et les terrains sont considérés comme des terrains complètement inintéressants. Et donc, le conseil départemental a fait un courrier en disant, mais attendez, il faut aider ces régions, il faut aider ces agriculteurs. Et donc, je disais, tiens, ça peut m'intéresser, mais la Lozère l'a déjà fait. Voyez. Et donc, voilà. Malheureusement, il faut être le premier. Et quand on n'est pas le premier, c'est très emmerdant, mais même si on est le deuxième à 2 heures près, on n'est pas le premier. Et ça, c'est un problème pour moi, parce que souvent, c'est la notion de première nationale qui va être intéressante. Prenons le cas de la vente aux enchères d'une chapelle. Bon, c'est pas la vente aux enchères d'une chapelle, c'était pas forcément une première nationale, mais la première nationale, c'est qu'elle est vendue pour être déplacée, emportée. Et donc, moi, je saisis, comme Denis l'a très bien fait, je saisis le truc national. RTL me dit, la vente d'une chapelle, ouais, pourquoi pas. Ah oui, mais attention, en kit. Donc, chapelle qu'on peut déplacer. Et voilà, là on a le petit truc qui fait que ça va passer. Donc, une première nationale. Et souvent, il m'arrive de dire aux gens, c'est vachement intéressant pour répondre à ta question, mais c'est pas une première nationale, ou alors de louper aussi une première nationale parce qu'on était sur autre chose. Par exemple, demain, je couvre le festival de BD d'Angoulême, je serai pas là, je peux louper un truc en Indre-et-Loire. Et donc, du coup,
quand il s'agit de proposer des sujets d'illustration, je repense à tout ça, je me dis tiens, le gars qui m'avait proposé un truc super bien, parce que vous avez des gars qui vous proposent des trucs, des attachés de presse super intéressants, et puis vous dites toujours non, et puis parfois ça devient un peu lourd, quand on se dit mince, il faut vraiment que j'ai cette... Et là, l'illustration peut permettre de caser un sujet qu'on n'aurait pas casé en temps normal, quoi. Trouver l'occasion de se rattraper, j'allais dire. D'accord. Bon, mais vous donnez quand même l'image de correspondant heureux. Vous nous avez pas donné beaucoup de témoignages. Vous vous êtes fait renvoyer sur les roses par vos rédacteurs en chef devant des propositions ou autres. Ça a l'air de... Non, alors pour l'AFP, le gros débat, parce que en texte, c'est assez simple finalement. Bon, d'abord, on fait notre propre tri, hein, donc avec un peu d'expérience, on sait ce qui va marcher, ce qui va pas marcher quand même. Bon, il y a des fois, on se fait envoyer sur les roses, ça peut arriver, mais c'est relativement rare en texte. Par contre, en ce qui concerne l'AFP, je vous le dis, c'est l'accompagnement photo, quoi. Alors là, pour avoir parce qu'il y a des sujets qui ne sont valables en texte que s'il y a une photo. Et là, pour obtenir que la photo dise oui, c'est beaucoup plus difficile. Et là, c'est là que ça coince. En général, c'est au niveau de l'illustration photo. Pour parler des sujets d'illustration, moi, je dirais que ça dépend beaucoup des compétences qui sont présentes sur le territoire. Par exemple, à un moment, on a parlé beaucoup des frelons asiatiques. Bon, ici, à Tours, il y a un centre de recherche sur le frelon asiatique. Et on a fait, depuis que je suis là, ça fait 4 ans, ça fait pas si longtemps que ça, on a fait quand même 2 dépêches sur les recherches de ce centre sur le frelon asiatique. Bon, voilà, ça c'est quand même... l'autisme aussi, il y a eu à un moment, on n'a pas beaucoup parlé de l'autisme. Je sais pas, il y avait peut-être une journée de l'autisme, je sais plus. Enfin, et à ce moment-là, je me suis souvenu qu'il y a une grande spécialiste de l'autisme à Tours. Et je l'ai interviewée, et ça a été un grand succès. Voilà. Donc ça dépend beaucoup on ne peut pas faire quelque chose avec rien. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose... des compétences dans le territoire et qu'on les connaisse, parfois on passe à côté, hein, mais si on les connaît, voilà, ça donne l'idée, on se dit tiens, on fait le rapprochement, quoi. Le bon client aussi, parfois on va te demander un sujet d'illustration, je sais pas, sur la difficulté d'être médecin à la campagne, on tombe sur un super médecin, et on te dit dis donc, il est bien ton médecin là. Alors c'est parfois pour moi contre-productif parce qu'on me dit dis donc, c'est toi qui avais un bon médecin. Tu dis ouais, c'est vrai, tout à fait un bon. Tu peux nous faire un sujet sur la gastroentérite parce que t'as un pic en région centre. Ouais. Enfin, voilà. Et ça peut arriver aussi qu'effectivement. Mais dès qu'on en tient un bon client, il y a une dame aussi qui est spécialiste des poux en Touraine. Ouais. Alors voilà. Dès qu'on tient. Et je dis ça aux communicants, parce que les journalistes, peut-être, les communicants, c'est à eux aussi de bien faire leur boulot, et surtout, de grâce, ne pas envoyer un mail. Point. Il faut appeler, il faut relancer. Si on n'envoie qu'un mail, c'est foutu. Et moi, parfois, on me dit, tiens, non, mais justement, non, mais c'est vous, c'est. Ah non, mais attends, non, mais je parle. Justement, je prends les. Harcelez-nous, c'est ça. Tu veux dire, c'est pas vrai d'appeler, pardon? Non, mais ça. Ouais. Ah ouais. Ah oui, non mais voyez comme quoi. Non mais c'est intéressant parce que ça veut bien dire que. Non, on y reviendra tout à l'heure. Alors juste peut-être pour effectivement, tu as certainement raison, mais ça vaut le coup de se faire engueuler alors, parce que moi il m'arrive trop souvent d'avoir des gens qui me disent ouais, Monsieur Panvert, moi je suis auditeur d'RTL, pas répondu la dernière fois à mon mail. J'ai dit ah bon, puis là on regarde, on tape le nom, ah merde, le gars il a envoyé un mail en septembre, mais il suffit qu'on ne l'ait pas ouvert ce jour-là, ou voilà, et on loupe un gros truc. Donc je crois qu'il ne faut pas hésiter à rappeler. Je vais vous donner un exemple. Je fais de temps en temps la correspondance pour le Grand Ouest. Une jeune fille m'envoie un mail en me disant il y a 2 ans, on va faire un festival qui va s'appeler Les Émancipés à Vannes. Ça va être un super festival. On reçoit des écrivains, des chanteurs. C'est dans 2 ans. Ouais, super. 6 mois après, elle dit c'est dans 1 an et demi. Hein.
C'est normal, c'est dans un an, donc c'était 2 ans. Après, elle me dit c'est dans un an, et là, voilà, pendant 2 ans, on a avancé comme ça, et là, elle me dit c'est dans 6 mois, et là, c'est dans 3 mois. Je vais le faire, le sujet. Parce que, non, Pour en être débarrassé, non, pour ne pas l'avoir. Et c'est vrai que et Muriel est un peu comme ça quelque part. C'est vrai que non, mais tu nous vends souvent des sujets. Et quelque part, on a aussi envie de faire plaisir à un moment donné. Moi, le festival Les Émancipés à Vannes. Ouais. Non, mais je veux dire, la différence, elle est là aussi de temps en temps. Quand quelqu'un y met du cœur, a envie de vous vendre le sujet et qu'il est bon. Oui, il faut que le sujet soit bon. Il faut que le sujet soit bon. Ah oui, mais on finit quand même à un moment donné par être convaincu aussi. Non, Moi, parce que- alors, j'ai donné un exemple, parce que ça nous concerne, Xavier Renard, correspondant de la Croix, et moi-même, parce que j'ai encore quelques activités journalistiques, notamment pour la Croix, où j'anime une émission de télé sur la chaîne KTO. Donc, je suis encore ce milieu-là, je connais, bon. Et je rencontre une élue municipale de Tours, la dame qui est handicapée, qui est aveugle, dont je ne connais pas le nom, qui était dans l'élu municipal à Tours. Elle est chrétienne et elle demande à me voir un jour. Bon. Et on parle, je la vois, je discute, ça m'intéresse. Et elle me dit, on a un groupe de chrétiens, d'élus chrétiens. Et on se voit tous les vendredis, on a un petit déjeuner. Et elle me dit, il y a toutes les tendances. Et ça, c'était avant la présidentielle. Je dis, toutes les tendances, il y a le Front National aussi? Et les socialistes? Elle me dit, oui. Tous les vendredis, socialistes, Verts, des LR, elle est LR, elle, et Front National. On se voit tous les vendredis, on a un petit déjeuner, on a un débat, puis ils voulaient que j'aille leur parler du journalisme. Et je dis ça à Xavier, je lui dis, mais la Croix, ils vont sauter dessus, quoi. Je veux dire, un groupe où il y a des socialos et le Front National, et ils déjeunent ensemble, ils discutent ensemble de politique et tout ça. Je dis, mais ils ne se tapent pas dessus. Et pour moi, c'était inconcevable. Xavier le propose à la rédaction en chef, ils ne l'ont pas pris. Je dis, mais ils sont fous, quoi. Ils sont fous, quoi. Il y a des choses incompréhensibles. Donc, oui, absolument. c'est ça aussi, de très bons sujets locaux qui n'arrivent pas à passer la rampe parce que ce jour-là, le rédacteur en chef avait pensé à autre chose et tout ça. Et Xavier n'a pas pu leur vendre. Et je dis, mais ils sont fous. Parce que ça n'existe pas. C'est original. Parfois, il faut revenir à la charge. Parfois, il faut attendre un petit peu puis revenir à la charge. T'entends ? Il faut revenir à la charge. Non, mais c'est vrai, il y a des sujets qu'on propose, on vous dit non parce que bon, ils ont autre chose, effectivement, ou c'est pas le bon interlocuteur, tout bêtement. Et puis 3 semaines ou un mois plus tard, on me propose, ah super, et ça peut faire un tabac. Et de toute façon, il y a quelque chose de mystérieux dans le journalisme. Il y a parfois des sujets, on le fait en se disant, ça va faire ça va mettre le feu, quoi, ça va marcher et tout. Et puis ça fait un flop absolu. Oui, c'est ça. Il y a des trucs. Tu as des exemples à nous donner ? C'est intéressant. Un exemple, bon voilà, là c'est un conflit social, enfin une situation sociale, c'est la fermeture de Fenval près du Blanc, à la Châtre. Voilà. C'est quand même, à l'échelle de ce territoire, c'est plus traumatisant que la fermeture de Michelin à Tours, quoi, à Jouer-les-Tours. C'était une vraie catastrophe sociale et économique pour le territoire. Ouais. Il y avait, je ne sais plus, 200 personnes sur le carreau, même peut-être plus, 240 ou quelque chose comme ça. Enfin, j'ai plus, Oui, c'est ça, 240. 240. C'est pas complètement fermé. Et Faut pas dire. non, mais quand réduction drastique de personnel. quand ils avaient annoncé la fermeture carrément. Hein. Ouais. Après, bon, ils ont commencé à négocier, mais et là, je me suis dit, c'est incroyable. Personne n'en a parlé. Moi, j'ai fait mes dépêches, j'ai fait mon boulot, hein, j'ai fait le job, et puis c'est tombé dans un silence absolu. Personne n'en parle. Il y a aussi parfois le manque de chance, parce que c'est vrai que tu proposes une fermeture à 230 le jour où il y en a une à 500, une à 300. Là, on dit ah là, top. Et là, c'était pas le cas. Ouais, C'est ça, là, c'était pas le cas. Non, là, c'était par pas rapport le cas. à l'illustration et par rapport au sujet, il y a quelque chose qui n'est ni mystérieux ni magique. C'est tout simplement C'est le que côté très carré de Stéphane Frachet. Voilà, c'est que le rédacteur en chef, il a aussi à gérer
un planning, Oui, hein, c'est peut-être avec, ça aussi. avec un nombre de pages défini, Ouais. et que si tu l'appelles entre le 10 janvier et le 15 février, Ça, c'est il important. peut pas. Oui. Par contre, juste avant du 15 décembre au 10 janvier, il peut parce qu'il a plus de journalistes. Ils sont tous partis en vacances, donc il va te passer le sujet. Et puis après, entre le 15 février et le 4 mars, tout le monde est en vacances. Donc il peut de nouveau te passer le sujet. Et il y a ça aussi qui rentre en ligne de Tout compte. à fait. Alors, c'est Et vrai donc que- les sujets de province, de région, Ouais. montent plus facilement dans les pages. D'accord. Alors, la Ouais. spécificité de Ça, c'est l'AFP, intéressant, ça aussi. la spécificité de l'AFP, c'est que c'est nos limites. Il n'y a pas de limite de page, Oui. voilà, c'est en flux continu. Et ça, c'est d'ailleurs une grande liberté que moi j'apprécie tous les jours. C'est que si le sujet m'intéresse, on ne va pas me dire il n'y a pas de place. On va me dire ça n'est pas intéressant éventuellement. Ouais. Mais on ne va pas me dire on ne le prend pas parce qu'on n'a pas de place aujourd'hui. Ça n'existe pas. Il y a aussi la hiérarchie de l'info qui fait qu'un sujet passe ou passe pas. Je prends un exemple, Dominique Josin qui est là connaît bien Chaumont-sur-Loire, le Festival des Jardins. Je propose un sujet, on me dit oh oui pas mal mais il faut peut-être attendre. Et puis on me rappelle en urgence, on me dit ton sujet Chaumont-sur-Loire, très bonne idée pour aujourd'hui. Ouais, j'ai pourquoi Pourquoi parce que y a un attentat. Il y a un accident de voiture, il y a une catastrophe écologique, il fait un temps de merde. Donc on te dit, un petit sujet jardin là. non mais c'est la réalité. Mais voilà, c'est ça qu'on voulait entendre. Et là, d'un seul coup, le sujet Chaumont-sur-Loire, ouverture du 18h, et puis à Chaumont-sur-Loire. Alors Dominique, je suis super content. mais ça peut arriver aussi. Ouais. Autre exemple récent, il y a 2 jours, un détenu dans une prison, une maison d'arrêt, jette une chaise contre un surveillant en criant Akbar. Ah, bah, d'accord. Peut-être Akbar à la fin, mais où Voilà. il y avait bar, c'était peut-être le bistrot, mais... C'est le quotidien des surveillants. Ouais. Voilà. Sauf que dans la période actuelle, un fait ordinaire, dans une période qui n'est pas ordinaire, devient une info. Enfin, je sais pas, Denis. Oui, si tu es d'accord. absolument, tout à fait. Oui, c'est une info qu'on n'aurait jamais donnée, mais qu'on a donnée parce que c'était en plein conflit des surveillants. Et voilà. Et ça s'est passé à Châteauroux. Et voilà. Et ça, cette info, on la donne pas en temps. Non, en temps Voilà. normal, on ne l'aurait pas donné. Bon. Il y a aussi des choses, il y a des trucs comme ça qu'on sait, c'est que dès que ça touche des enfants aussi, dès que ça touche les transports scolaires, les transports en commun, l'école, c'est dès que ça se passe dans une enceinte d'école, tout de suite ça prend un relief particulier. Il y a eu une histoire dans un collège, il n'y a pas eu de blessés graves, il y a eu une gamine, je crois, qui était un peu incommodée, on a dû l'emmener à l'hôpital, une adolescente qui avait aspergé une salle de permanence pour rigoler avec du gaz lacrymogène, il y avait 50 personnes 50 gamins dans la salle de... Et ben on a fait une dépêche. Parce que voilà, ça se passe dans une enceinte scolaire qui est théoriquement protégée, quoi. Donc tout de suite, ça prend un relief particulier. Un transport scolaire, un accident de transport scolaire, même s'il n'y a pas tellement de victimes, il n'y a pas beaucoup de victimes, ou même pas de victimes du tout. Mais et c'est beaucoup les circonstances. Moi, je me souviens pendant très longtemps, j'étais à Strasbourg et je faisais ce qu'on appelait la tournée, que tous les localiers connaissent. Mais on le faisait aussi pour l'AFP et je téléphonais à tous les gendarmes, toutes les groupements de gendarmerie du coin, ça en faisait un paquet. Ça me prenait 2 heures à peu près avec les pompiers. Bon, et à chaque fois, ils me disaient rien à signaler. Alors je disais, vous êtes sûr, il n'y a rien avec des circonstances particulières parce que c'est ça en fait. Un type qui se fait écraser par sa... Je me souviens une fois, il m'a raconté, il y en a un, il avait oublié le frein à main, il s'est fait écraser par sa propre voiture, quoi. Non, alors c'est con, mais voilà. Et là, ça sort de l'ordinaire et on le donne, même si le type en fait il est pas mort, il s'est fait juste écraser les jambes, il est allé à l'hôpital, c'était très emmerdant pour lui, mais le fait qu'il se soit fait écraser par sa propre voiture, ça fait quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut toujours une info un peu originale, quoi. C'est ça. Moi, j'ai un avocat qui me dit non, j'ai rien du tout. Il me dit alors j'ai un truc. Il me dit alors c'est Madame Delarue qui, dans un procès, est opposée à Madame Cartier, qui a un différend avec Monsieur Voisin. Je me dis mais merci, cadeau.
Alors là, on s'est régalé. Ça fait 2 minutes 30 là, au lieu du 30. Non, mais c'est vrai que c'est ce genre de sujet qui peut permettre de faire la différence dans un canard difficile à écouter parce qu'il est lourd. Bon, on termine là-dessus. C'est un peu l'histoire d'ailleurs que tu as sorti hier. Raconte l'histoire du cannabis parce que écrit par Monsieur Pavot. Non, mais, Ça te donne la chute avant. T'as renversé le papier. Non, parce que j'écris aussi un peu pour le Parisien et un lecteur. Non, d'ailleurs, un SR du Parisien a ses parents qui habitent dans l'Indre, au Blanc, entre le Blanc et Montmorillon. Et donc, il nous envoie une info via le SR du Parisien et, sur une histoire dans un restaurant de Mauvière, voilà. Où en fait le fils du restaurateur a mis au congèle du resto son herbe et le père a confondu au moment du repas l'oseille et l'herbe. Donc, voilà, donc bon, on peut pas le raconter comme ça, je vous le raconte comme ça, mais je ne l'ai pas écrite comme ça. Ouais. Et Jean-Luc Pavot, mon confrère de la NR du 36, ne l'a pas écrite comme ça non plus. Et donc voilà, l'histoire est assez marrante. Il y a eu 10 clients shootés à la saumonelle, saumonette à l'oseille, nappée de cannabis. Voilà. D'accord. Et c'est très intéressant parce que on est au cœur du débat. C'est-à-dire Denis ne fait pas de dépêche. Parce que on peut pas la sourcer. Parce que j'avais pas. Non, c'était pas l'histoire d'une grosse. Parce que ça m'a amusé. Donc, comme voilà, c'est une de mes boussoles. Si ça m'amuse, c'est que ça peut amuser quelqu'un d'autre. Mais j'avais pas la source suffisante. D'accord. On a notre correspondant qui est Monsieur Pavot à Châteauroux qui m'avait donné l'info et je lui ai dit mais c'est quoi tes sources? Et ça c'est très important pour l'AFP, enfin et même pour les journalistes en général. Mais l'AFP on est un peu plus exigeant que les autres peut-être et parfois un peu pointilleux, un peu trop pointilleux sur les sources. Et il m'a dit bah écoute moi j'ai le restaurateur qui m'a dit que oui il y avait eu des malaises mais il m'a pas parlé de cannabis. Et puis j'ai un client qui a été victime qui veut rester anonyme et qui m'a dit qu'on avait trouvé du cannabis dans les analyses. Et je dis, ouais, là, pour moi, ça passe pas. Ouais. Ça passe pas la barre. Quoi. Ouais, et j'ai rédigé la dépêche en me disant, peut-être que demain, le parquet de Châteauroux va réagir, va confirmer l'histoire. Et puis, non, le parquet est resté de marbre. Et donc, la dépêche est pas passée. Et c'est très intéressant parce que ça commence donc de la Nouvelle République. C'est repris par le Parisien. Ça n'a pas fait l'objet d'une dépêche AFP. Et moi, pour RTL, comme ça ne fait pas l'objet d'une dépêche AFP, c'est plus dur à vendre. Vous voyez c'est un peu quand même le parcours classique, quoi. Si ça faisait l'objet d'une dépêche AFP, tout le monde la reprenait, cette dépêche. Tout le monde. Ça ouvrait les journaux, ça les fermait, ça les ouvrait. Le poids de l'AFP. Ouais. Voilà. Et j'ai appelé le monsieur qui m'a dit ouais, connard de journaliste. J'ai dit en plus... Ouais. C'est peut-être pas plus mal que Denis fasse pas une dépêche, parce que si je dois faire réagir ce monsieur à qui j'ai parlé 7 secondes, mais 7 toutes petites secondes, t'es très énervé le monsieur. Et voilà, donc ça m'a un peu arrangé. Ma crainte, du coup, moi qui avais proposé le sujet, mais tu sais, il y a des sujets qu'on propose, voilà, comme ça, 3-4 fois. Ouais. Puis il y a des sujets qu'on propose, bonne journée. Genre, si tu le prends pas, c'est pas très, très grave. Et je me disais, si Denis fait une dépêche, je suis foutu. Et parce que je savais que le monsieur n'allait pas parler et d'ailleurs à noter tes coordonnées et va te... Bon, allez, on va discuter tous ensemble. Je retiens plusieurs choses bien évidemment, mais la subjectivité quand même de vos interlocuteurs au plan national, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont bien lunés. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, quoi. Parce que je reviens sur la proposition qu'a fait Xavier Renard, c'était la sénatrice socialiste là, qui avait remplacé Jean Germain, qui était catho. Elle petit déjeune une fois par mois avec la maire Front National. C'est pas de Ballambiré ou une élue de Ballambiré qui est Front National et qui était candidate. Pas possible quand même ça. C'est un bon sujet même en période électorale, quoi. Mais il était mal luné, il l'a pas pris, quoi. Et... Ouais, puis on fait moins de politique aussi. Alors ça c'est l'autre chose. Bon, allez, à vous de... C'est très intéressant ce qu'il dit, parce qu'on fait moins de politique. Pourquoi aussi? C'est que nos politiques sont inconnus.
C'est-à-dire qu'à une époque, bon voilà, quand on avait, moi je sais pas, un commentaire de Rachida Dati, un commentaire de n'importe quel ministre, il était connu. Aujourd'hui, Belloubet, quand elle fait une intervention, c'est à peine que c'est important. Hein. On n'a plus de vedettes aussi. En plus, oui. Allez, posez des questions, intervenez, dites-nous les difficultés. Et comment, toujours ce même critère, comment faire en sorte qu'une information locale, allez, monte à Paris et... Allez, Vous fassiez des voitures en bois. Non, mais Xavier était en train de dire. Vas-y. Mais Xavier était en train de dire qu'il y a quelque chose qui évolue. C'est les rédactions. Ils sont. Tu peux peut-être le dire. Enfin, à la Croix, mais je crois qu'il y a un brainstorming permanent dans les rédactions. Quand j'ai commencé en 2011, je pouvais faire des portraits de politiques. Je me souviens avoir fait Maurice Leroy quand il m'a dit, voilà, Moscou me demande de m'occuper du Grand Moscou. Et alors qu'il venait de s'occuper effectivement du Grand Paris, et ça faisait écho à la rédaction tout de suite. On m'a dit banco. Simplement aujourd'hui, parce que le lectorat ne veut plus notre lectorat. Ça ne veut pas dire que le lectorat de Libération ou du Figaro est tout à fait différent. Et notre lectorat veut autre chose, une information qui est un petit peu différente, un peu décalée. Je pense que par exemple, l'information sur le pavot ou sur le saumon, on ne l'aurait pas traité. Voilà. Mais effectivement, ça évolue tout le temps. Ça évolue sans cesse. Toute la difficulté de notre métier aussi, notre condition de journaliste en province, comme on n'est pas à Paris, c'est de saisir les évolutions. On n'est pas aux grandes réunions de rédaction, même de la direction. Et donc, il y a certaines évolutions qu'on saisit au vol, mais après coup. Voilà. J'ai deux questions. Une sur la part des réseaux sociaux, justement, dans à la fois la création d'un buzz, la création d'un événement, donc dans la circulation entre vous sur le territoire, et par ailleurs, en dehors des réseaux sociaux, donc sur l'identification des différents sujets, comment ça fonctionne entre vous sur le terrain? Est-ce que vous vous appelez? Est-ce que vous échangez assez vite pour dire j'ai repéré telle information? Comment ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez vous présenter? C'est pour l'enregistrement radio. Je m'appelle Benoît Pierre, je suis le directeur du Centre d'études supérieures de la Renaissance de l'Université de Tours. Bon, très bonne question. C'est l'aspect concurrence aussi entre vous. Alors, ouais, là, on est dans une situation un peu particulière. C'est vrai. Il faut dire ce qui est. Oui, puis en plus, moi, je travaille avec eux, quoi, parce que Stéphane... C'est une situation particulière sur la région, mais parce qu'elle a été construite comme ça. En oui, fait, on travaille plutôt en réseau. Pour la deuxième partie de la question, en fait, on se connaît et on s'échange des informations. Et il y a une sorte de gentleman agreement entre nous. Tu es le premier à avoir saisi l'info, tu vas d'abord la sortir, et puis je t'aide à travailler l'info pour ton média, et je te donne les ressources pour que tu travailles ton angle avec ton média. Tu n'as jamais gardé une information pour toi? Alors moi je suis pas le mieux placé parce que moi ma Tu porte serais, d'entrée tu serais un très mauvais journaliste si tu me Non. disais oui. Moi je suis mal placé parce que je suis d'abord je rentre par les sujets éco, entreprise, donc c'est pas ce qui fait la une de l'actualité très rarement. Mais Moi, dans mon cas, c'est vrai que si j'ai une grosse info exclusive, je peux sans problème la partager avec Stéphane, avec Denis, sans qu'ils me grillent. C'est-à-dire que moi, je peux très bien leur dire, les circonstances font que je suis amené à avoir cette situation qui peut être un peu délicate. Je prends l'exemple du déplacement de Macron, qui nous a pas posé de problème, bien au contraire, j'allais dire, mais Macron à Chambord. À Chambord. Hein. Macron vient en visite privée à Chambord. Il fête Noël en famille. Il veut pas de presse. Voilà. Ça commence à s'ébruiter. Le vendredi, moi, RTL me demande d'y aller. Et l'Élysée dit, mais il n'est pas là. Et des chasseurs, c'est important, le réseau aussi des correspondants me disent, Monsieur Macron, on l'a vu tout à l'heure. Il est venu voir le tableau de chasse, là. Bah oui, il est là. Il est sympa.
Sympa. Et donc, première info, il est bien là. Donc je dis à Denis, voilà, info, il est bien là, on fait une petite dépêche AFP, je fais un sujet pour RTL. Et puis le samedi, il doit visiter Beauval. Là, c'est un petit peu compliqué parce que ça commence à se savoir qu'il est à Chambord. Il y a toute la polémique qui enfle. Et on est à peu près 35 journalistes à le suivre le samedi. Donc ça devient un peu lourdingue. On a interdiction d'accéder à Beauval où il va voir les pandas. Moi, je négocie avec l'Élysée pour qu'il nous fasse un point presse et qu'on s'en aille. Après, on le laisse faire l'Élysée me dit oui. Et puis finalement, la conférence de presse à 17h qu'il doit faire pour tous, pour des raisons que j'ignore, il la fait pas. Les réseaux sociaux s'affolent, Macron, le royaliste, Mélenchon, Macron qui envoie un message fort, Macron qui va remettre en place les chasses présidentielles, enfin, ce que n'était pas du tout le cas. Enfin, et ça partait vraiment là en flamèche et ça devenait un peu difficile. Et la plupart des journalistes décident de lâcher un petit peu l'affaire. Moi, ma rédaction me demande de le suivre jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il parte de Chambord. J'avais commencé quand même le vendredi, le samedi soir on commençait à être un peu fatigué et on nous annonce une visite de Macron à Chambord, où là les journalistes sont interdits d'accès. Donc ça devenait un petit peu compliqué. Alors certains journalistes comme moi d'ailleurs ont acheté les billets pour accéder à Chambord pour pouvoir visiter en tant que visiteur. Mais alors on était plus ou moins reconnus. Salut, vous n'êtes pas... Et un gars me suivait régulièrement. Je dis mais alors, soit on a les mêmes goûts artistiques, soit ça fait 3 fois que je monte escalier à double révolution, vous aussi. Et le mec sympa, le mec me dit bah je fais mon métier, vous aussi. Ah, j'ai dit, ok, très bien. Donc c'était un petit peu tendu. Et alors après je rentre pas dans le détail, mais j'envoie des SMS, j'en fais envoyer un au président, voilà, et puis en disant attendez, vous devriez parler quoi. Et à un moment donné, je suis appelé par l'Élysée alors que tout le monde est reparti, et on me dit le président vous reçoit, mais tout seul, voilà. Et là, je dis à Denis, bon voilà, moi ça m'embête un peu parce que tout le monde travaille pendant. Un petit peu. Non, Beaucoup. Non, mais sincèrement, oui, ça peut être emmerdant parce que on travaille tous plus ou moins un peu en meute, hein, et puis on s'échange les infos, et puis à un moment donné, vous recevez un appel, il vous reçoit, mais que vous. Eh bien ça, moi, je peux le partager avec Denis en disant, écoute, voilà. Je suis désolé, mais je le fais pour RTL. Je vais essayer de le faire aussi pour l'AFP. On va le faire. Là, c'est un peu différent parce qu'on travaille ensemble. Donc, je suis allé voir le président et j'ai fait RTL et l'AFP. Mais pour être plus précis dans l'exemple que je peux prendre, j'ai appelé mon collègue d'Europe 1. Et j'ai dit à mon collègue d'Europe 1, écoute, voilà, j'ai un peu emmerdé, mais lui, il avait lâché l'affaire. Il m'a dit, alors attends, moi. Et on s'était mis d'accord. Je lui ai dit, écoute, si jamais le président fait une conf de presse, je t'envoie le son. Il n'y a pas de problème. Qu'on soit 12, 25 ou... on va pas dire, le mec d'Europe 1, il n'était pas le nom. Je t'envoie et puis c'est bon, quoi. Là, je lui ai dit, je suis embêté parce qu'il me reçoit tout seul. Et il comprendra pas. S'il s'entend sur Europe 1, il dit, mais qu'est-ce qu'il m'a fait, là, le mec d'RTL? Ouais, voilà, donc, à un moment donné, on peut dire à un collègue, écoute, voilà, là, sur ce coup-là, je suis tout seul, j'en suis désolé et j'en suis heureux à la fois, parce que c'est vrai que c'est un bon coup, etc. Mais on peut expliquer pourquoi on est tout seul. Et le collègue d'ailleurs m'a dit, écoute, bah, bravo. La prime à l'abnégation, t'es resté voilà, depuis vendredi. T'as dormi où dans la voiture? Je faisais des allers-retours entre... Non, mais c'est vrai, je faisais des allers-retours entre Tours et Blois. Enfin, honnêtement, c'était rude. Hein. Oui. Et plein de collègues ont dit, ça va, ça suffit. Quoi. Pour parler de la concurrence, parce que c'est un sujet qui évidemment nous intéresse tous. Alors moi, la concurrence entre vous. Entre nous. Bon, alors ce qu'il faut voir, c'est que pour moi, l'AFP, en fait, moi, je suis un service à la presse, d'une certaine manière. Hein. Enfin, on vend l'information, évidemment, on vend des abonnements, mais j'ai pas de concurrents, j'ai des clients. Donc, ça me gêne pas, à partir du moment où c'est des correspondants qui sont des clients, de leur donner un coup de main. Ça me paraît complètement naturel. Mes concurrents, je les ai connus, bien sûr, à l'étranger, quand il y avait AP, Reuters, UPI, oui, ou EFE, quand c'était dans des pays hispanophones. Et là, on a de la concurrence. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de confraternité, hein, mais on a de la concurrence. Ouais. Et puis, moi, ce que je remarque de plus en plus dans mon métier d'agencier, c'est que
la rapidité est devenue relative comme critère de concurrence. Parce que il y a les réseaux sociaux, vous en parliez, il y a les tweets, les machins, d'ailleurs. Bon, et la rapidité, c'est un critère de concurrence qui maintenant est moins prégnant qu'il a pu être quand j'ai commencé le métier d'agencier il y a une trentaine d'années. Mais par contre, là où la concurrence se fait, et elle se fait de manière très sensible, c'est sur l'angle, c'est sur le packaging, sur la manière de présenter l'info. Et ça, là aussi, on touche un peu au talent personnel. Je ne dis pas que j'en ai, hein, mais ça touche au talent personnel de chacun, quoi. De trouver le bon angle, la bonne manière de présenter le truc, pour que ça fasse mouche, quoi. Et là, je pense que le critère de concurrence est plus sur ce genre de qualité d'écriture, sur l'angle, sur le choix de l'angle, le choix du moment aussi, hein, ça peut être le choix du moment. On peut aussi choisir de retarder, non pas par plaisir ou parce qu'on veut cacher une information, mais de se dire, c'est peut-être pas maintenant, tout de suite, que c'est bon, il faut peut-être attendre demain matin pour donner l'info. Peut-être que ça marchera mieux demain matin. Et là, effectivement, ça peut marcher. Il peut y avoir des éléments de concurrence qui sont comme ça, mais qui sont plus tellement sur le thème de la rapidité. Merci. Alors, on va continuer. Merci de vous présenter simplement pour l'enregistrement radio. Je signale qu'à la sortie, on fera une petite quête pour rembourser le billet d'entrée au château de Chambord de Christian, parce que sinon... Alors, d'autres questions? Peut-être qu'on n'a pas été très complet sur la question des réseaux sociaux. Parce qu'elle est à multiples entrées, cette question. Et elle portait sur quoi précisément? Est-ce qu'on surveille les réseaux sociaux? Est-ce qu'on diffuse sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on se sert des réseaux sociaux? Alors, par rapport au sujet, c'est-à-dire dans le lien effectivement à la métropole, mais plutôt aussi pour vous, pour votre enquête de terrain, pour surveiller le terrain, est-ce que ça joue un rôle, ou est-ce que, comme vous venez de le dire, bon, c'est juste un élément qui permet éventuellement d'avoir un indicateur, et ça a peut-être ralenti quelque part aussi la procédure classique du journaliste, puisque finalement tout le monde a à peu près l'info au même moment. Est-ce que c'est un élément déterminant dans votre fabrique au quotidien? Alors oui, on regarde ce qui se passe. On est des abonnés fervents et de tweets Facebook. Alors moi, j'ai pas de compte Instagram, ou de Snap, WhatsApp, pardon. Enfin, je sais pas, mais Twitter et Facebook, on regarde parce que effectivement, voilà, ça bruisse un peu comme si une info bruisse, on s'y intéresse. Alors, franchement, vous avez raison de poser cette question, parce que les réseaux sociaux, ça a tout changé. Il y a 20 ans, tu lisais La Nouvelle République, tu voyais une info sympa. Je propose pas. Bon, tu le sens pas de le faire, tu proposes pas. Tu achètes toutes les Nouvelles Républiques, tu les jettes, puis personne ne saura. Voilà, et ta rédaction va pas te dire, t'as pas oublié une info, parce qu'ils ont pas l'info. Si t'es pas tourangeau, que t'as pas lu l'ANR et que tu connais pas quelqu'un qui a lu l'ANR, l'info, tu l'as pas il y a 20 ans. Là, si la Nouvelle République envoie un tweet et que moi je ne suis pas abonné à ce tweet et que mon rédacteur en chef l'est, c'est mon rédacteur en chef qui me dit, dis donc Panvert, t'as pas... Oh, tu dis oui, maintenant que tu me le dis, oui. Non, mais c'est ça la réalité. Je suis dessus. Et alors, mais c'est ça. Moi, j'ai parfois, mais c'est d'ailleurs très sympathique, hein, mais j'ai parfois des callbacks un peu on me dit, tiens, on a vu ça. Bon, écoute, qu'est-ce que t'en penses? Bon, j'ai loupé un truc parce que j'ai une grosse zone, donc c'est difficile pour moi à la fois de voir le truc dans le Berry, dans la Nouvelle République, dans Ouest-France, Laval, Courrier de l'Ouest, Angers. Bon, et il m'arrive qu'on m'envoie des tweets. Comme ils disent, tiens, il y a France Bleu qui tweet, a priori, prochaine attraction, Futuroscope, Sébastien Loeb, tu te renseignes? Bon, oui, mais moi je suis pas très doué avec Twitter, parce que je trouve que Twitter, on est presque concurrent de notre média. Je vais vous donner un exemple. Un collègue à moi, pour une radio, a une info lors du procès Strauss-Kahn aux États-Unis, selon laquelle Strauss-Kahn est bien présent, parce qu'à l'époque on savait pas, et que Anne Sinclair est à ses côtés. Il intervient sur la radio à 12h30.
il tweet à 12h15. Comme c'est un très bon journaliste, une radio concurrente annonce avant lui que Strauss-Kahn est bien là avec Anne Sinclair. En fait, c'est lui qui a donné l'info aux concurrents, qui l'ont donné au grand public, parce qu'il a tweeté. Alors à un moment donné, si on tweet pour donner une info au monde entier et que on le donne sur sa radio un quart d'heure plus tard, moi ça me gêne un peu. Et puis on va vite. Enfin voilà. Après voilà, quand on est vieux, moi non mais c'est aussi ça. Non. Pas ton cas. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on on est moins à l'aise avec voilà, c'est pas naturel pour moi de tweeter. Je trouve pas ça naturel de tweeter. Et puis moi, j'aime pas graver dans le marbre un truc. Faut faire attention quand même. On tweet, par exemple, si on avait tweeté sur ce monsieur, là, restaurant de Mauvière, bon, le type, il est à cran. C'est un mec, il a monté un restaurant dans un petit village, c'est pas facile. Il arrive à avoir une clientèle d'habitués, il s'en sort pas trop mal, il commence à voir le bout du tunnel. Et toi, t'es là, tu tweets, pouf, Saubonnette au cannabis, et pouf, le mec, il s'écroule. Mais il a juste envie de t'étrangler. Non, mais je comprends ça. Enfin, on comprend ça. Et voilà. Et Tu le racontes bien. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai quelque part. Et donc c'est pour ça que voilà, pour revenir au tweet. Mais ceci étant, les tweets, pour nous correspondants, ça a tout changé parce que mon rédacteur en chef, il est au courant comme moi, même avant moi. Et d'ailleurs, de plus en plus avant, je vais vous dire pourquoi. Si vous n'êtes pas abonné à la Nouvelle République et que votre rédaction l'est, vous n'avez pas accès aux journaux, alors que votre rédaction l'a. Donc vous êtes à Paris, vous mettez une stagiaire qui regarde tous les journaux parce que la radio est abonnée. Et vous ne l'êtes pas localement parce que, bon, voilà, on a l'info avant toi à Paris. Hein. Et on t'envoie un petit mot en disant, tiens, on a vu ça dans le Courrier de l'Ouest, dans la Nouvelle République. Et voilà, c'est pour ça que notre métier a changé. Pour compléter et préciser, on ne balance jamais une information si on n'a pas vérifié, complété. Évidemment. Et on ne se nourrit pas seulement de ça. Oui. L'exemple du procès Strauss-Kahn, il est exceptionnel. Normalement, le journaliste aurait dû peut-être lire le tweet et ensuite vérifier que, sans vérifier, ça se fait pas. Ce soit, c'est le b.a.-ba. Ouais. Mais attention, hein, le b.a.-ba, moi je vois, hein, c'est pas du tout du jeu contre le jeunisme, mais je vois la pression que mettent des chaînes d'infos en continu sur des petits jeunes. Ils envoient le petit jeune en race campagne, ils disent... Voilà, et ils lui disent peut-être que tu seras en CDI bientôt, mais ça n'est pas sûr. Le gars sur le terrain, à un moment donné, CDI, b.a.-ba, CDI, b.a.-ba, c'est ça aussi la réalité du terrain. Et on lui en veut pas, mais... Si, on lui en veut. Un peu. On en veut à la rédaction en chef oui, exactement. de la chaîne en continu qui met la pression comme ça exactement. Sur les gens. Exactement. Une autre question, un témoignage. Oui. Il y a une demande là. Bonsoir, Émilie Mendonça, journaliste en presse locale. Alors, au risque d'être un peu provocatrice, sachant qu'il y a beaucoup de rédactions nationales qui ont supprimé leurs correspondants locaux, qu'on a les réseaux sociaux, qu'il y a des journaux comme Hebdo qui vient d'arriver, qui fonctionnent avec une plateforme où les abonnés peuvent faire remonter des infos pour proposer des sujets, est-ce que le correspondant local ne serait pas une espèce en voie de disparition ? Et pourquoi vos rédactions font le choix de conserver justement des correspondants locaux sur le terrain ? Est-ce que vous savez ? Bon, moi je peux répondre pour l'AFP. Bon, le fait que le bureau de l'AFP était en danger, je ne suis pas sûr. Honnêtement, moi c'est pas ce qu'on m'a dit en interne. On ne me dit pas tout non plus. Hein. Mais en interne, ce n'est pas du tout ce qu'on m'a fait remonter. C'est qu'au contraire, ils voulaient maintenir le poste, mais qu'il n'y avait personne qui voulait venir à Tours. Ça, c'est un autre problème. Hein. Et en fait, on m'a posé la question récemment, à un niveau assez élevé à l'AFP, en disant qu'est-ce que tu en penses maintenir un poste à Tours, quoi ça arrive. Je dis c'est simple, hein. Vous supprimez le poste déjà à la région centre, on n'en parle pas beaucoup. Mais alors, si vous supprimez le bureau de l'AFP à Tours, la région centre, du point de vue médiatique, disparaît. C'est un peu brutal et peut-être un peu présomptueux de ma part, parce qu'il y a quand même des confrères qui font du travail ici, mais n'empêche que c'est un peu ça. Déjà, c'est un angle mort médiatique, mais alors, s'il n'y a plus de bureau de l'AFP, la région centre disparaît du radar complètement. Et voilà, c'est ce que je pense. Donc je ne pense pas que l'AFP, ou en tout cas pour mon média, puisse se permettre
voilà, de faire disparaître une région comme ça, quand même, grande comme la Belgique, du territoire français, quoi. Alors aux Échos et aux correspondants. Parisiens, donc il y a déjà une tendance à réduire le nombre de correspondants. Moi, j'ai dû récupérer le nord de Poitou-Charentes, et c'est pas facile de couvrir 2 régions administratives, puisque le correspondant qui était en Poitou-Charentes à La Rochelle a pris sa retraite, et du coup la région Poitou-Charentes a été scindée en 2. J'ai récupéré le nord, et le correspondant de Bordeaux a récupéré le sud. Et honnêtement, on couvre mal, et lui et moi, on couvre mal cette zone-là. Il y a des actualités économiques qu'on donne mal ou qu'on ne donne pas suffisamment bien. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Ensuite, est-ce qu'on est menacé ? Bah oui, mais on est tous menacés. Même vous l'êtes. Enfin, je veux dire, vous aussi en presse, dans votre média, les réseaux sociaux pourraient vous doubler ou vous doublent. Voilà. Bah après, c'est à nous. C'est surtout aux écoles de journalisme d'apporter une formation idoine et des compétences, et à nous au quotidien de nous battre pour rédiger des choses et mettre en valeur des choses qui sont mieux que ce que peuvent faire les réseaux sociaux ou le simple lecteur ou le simple internaute. Mais enfin, ça, c'est une réponse globale. Les Échos, c'est combien de correspondants ? Alors, on était plus de 20, et je crois qu'on est 15 ou 16. La Croix, c'est combien, Quinzaine. Pour répondre à ta question, assez dure question, mais oui, elle est intéressante et légitime. Moi, quand j'ai bossé pour Europe 1 pendant 10 ans, cool Raoul en Indre-et-Loire. Hein. Je faisais des sujets qu'en Indre-et-Loire. Parce qu'il y avait des sujets, voilà, suffisamment de sujets. Les réseaux sociaux, Internet est passé par là. On s'intéresse aussi bien à ce qui se passe chez Boko Haram qu'en Syrie, qu'au Bangladesh. On voit des images extraordinaires d'un train qui a passé par-dessus un pont à Washington. Voilà, c'est plus du tout la même chose. Donc toi, tu arrives avec tes sujets en Indre-et-Loire, la poire tapée, on te dit OK. Non, mais c'est ça aussi la réalité. Donc ça devient difficile. Alors du coup, c'est exactement comme ce qui t'est arrivé, Stéphane. On te dit, peut-être un peu étendre le territoire. Donc on devient un peu routier, on fait beaucoup de kilomètres. Hein. Moi, il m'arrive de faire vraiment beaucoup de kilomètres. Je vais vous donner un exemple concret. On m'appelle pour aller à Niort, pour faire un sujet assez marrant, insolite, sur un gars qui fait le Tour de France depuis chez lui. Il fait toutes les étapes devant la télé comme ça. Ouais, je me dis pas mal, bon sujet, non mais bon sujet. Et j'arrive un peu en retard. Et l'étape est partie. Et je vois le gars qui était avec sa femme en train de prendre le petit-déj. Ouais, j'ai dit, monsieur, dites donc, ils sont partis les gars. Bon, mieux, enfin, je fais ça. Je dis non. Là, moi j'ai fait tour Niort, fin fond des Deux-Sèvres. On me dit, il y a un gars qui pilote comme ça, il fait le truc en temps réel, il fait vraiment en temps réel, il s'arrête pas. Et là, vous êtes au petit-déj avec maman. Ouais. Et donc j'appelle ma rédac, je me dis en fait le gars c'est des conneries. Ok, voilà, c'est là qu'on a un vrai rôle. Hein. Donc on me dit écoute, est-ce que tu peux aller, y a un truc qui est pas mal à côté de Bourges, là où on a écrit le Grand Maulne, on refait passer le certificat d'études. C'est sympa. Donc je fais Niort. Alors on fait maintenant, c'est bien, on fait il y a une destination, nouvel itinéraire, Ah la vache, 300 à 2, direction le Grand Maulne. Et j'arrive en fin d'après-midi et RTL me rappelle en me disant écoute, Hérault vient de limoger Delphine Bateau. Est-ce que tu peux retourner à Niort ? Est-ce que tu peux la faire réagir à Niort ? Et c'est vrai que elle faisait du vélo à Niort. Et je suis rentré, je suis obligé de lâcher le micro. Je suis rentré chez moi. C'était hyper crevant. Enfin voilà, et j'aurais certainement pas fait ça il y a quelques temps, mais voilà, on est amené. Et je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin de journalistes finalement. Peut-être moins en nombre, mais plus pour décrypter. Je vais être très franc, moi, quand j'ai fait l'interview en exclu là, de Macron, bon, c'était un bon coup. Mais si
j'avais Jean-Pierre Tartampion avec son portable qui avait dit alors Monsieur Macron voulait envoyer un message à la France en disant voilà Chambord c'est bien, et Macron avait dit écoutez oui effectivement j'ai choisi Chambord parce que, et il envoyait ça à BFM, mais moi mon exclusivité c'est fini. Voilà, tout le monde aujourd'hui peut être à même de. Alors après, une fois que si j'avais eu ce couac à gérer, je pense que pour autant notre rôle on servait encore à quelque chose, parce qu'il aurait fallu décrypter ça. À la limite, et là du coup on aurait été dans l'analyse, on aurait dit bah voilà, parce que Macron a peut-être décidé de parler à des gens pour justement, parce qu'un jour ça arrivera, vous allez voir qu'un jour il y a des gens il y a des politiques qui vont s'adresser à des gens avec leur portable en disant bah tiens vas-y vends-le à BFM, ça se fait déjà un peu, ouais. Et c'est pour ça que ça change complètement la donne. La mise en perspective, hein, on parlait tout à l'heure de l'édition, hein, en fait, mais il y a aussi dans l'édition, il y a aussi la mise en perspective de l'information, c'est évident. C'est pour ça que notre rôle, tu as été souvent invité à RTL dans On refait le monde. Bon, ben voilà, ça fait partie, tu vois, c'est des tendances. On refait le monde, ça a toujours été très, très, très écouté parce que, justement, on décryptait, on analysait. Quand toi, tu prenais la parole, faut vous engueuliez, tu n'étais pas d'accord avec PPDA, que tu n'étais pas d'accord. Enfin, moi, j'ai toujours adoré. Et tu sais que maintenant, ce type d'émission commence un petit peu à moins bien fonctionner. C'est-à-dire pourquoi on ne sait pas trop. Peut-être qu'on va passer à autre chose. J'en sais rien, mais en ce moment on se dit voilà. Donc ça évolue à une vitesse pas possible. Moi, quand je suis rentré à RTL en 2001, on me disait qu'RTL n'existerait plus en 2020. On est en 2018, on est radio leader. Et sincèrement, c'était pas gagné, pas du tout. Et qu'est-ce qu'on sera dans 2 ans? On n'en sait pas grand-chose. Allez, un autre témoignage et puis ou une question, et puis on arrêtera là, puisque l'heure tourne. On s'était donné un peu vers ce temps-là. Bonsoir, Arthur Leroux d'Info Touraine Sport. Vous parlez des réseaux un peu négativement depuis tout à l'heure. Non. Pour vous, disons que vous êtes un peu doublé, un peu ça. Oui. Est-ce qu'il y a des côtés positifs pour vous? Parce que concrètement, moi, si les réseaux n'existaient pas, mon site n'aurait jamais fonctionné. C'est grâce à Facebook et tout ça que j'ai pu partager et avoir des vues. Tu as une carte de presse? Non. J'ai pas de carte de presse. On est un média. Non, mais c'est informatique. C'était partie du loisir et grâce aux. Et tu as une formation journalistique? Rien du tout. D'accord. Autodidacte. Non, mais c'est pas du tout une critique. Mais voilà, c'est un fait. Et je pense que tu fais très bien les choses et je pense qu'on peut d'ailleurs chez toi certainement aller chercher des infos. Sauf que encore une fois, ça n'a rien contre toi. Hein. Mais quand même, le journalisme doit être pratiqué par des gens qui ont une formation, je pense. À un moment donné, c'est formidable. Alors après, je me dis pas journaliste. Hein. Ouais. On informe les gens sur les résultats sportifs. Tu résumes toute la problématique. Tu es un informateur qui se dit pas journaliste, mais qui peut donner des infos que n'ont pas certains journalistes. Ça devient compliqué. Et c'est formidable pour toi parce que ça te permet de vivre une aventure super. Enfin, moi, je trouve ça super de pouvoir. Moi, je pense que si j'avais 20 ans, je sais pas quel âge tu as, mais si j'avais eu 20 ans, 25 ans. Et qui va peut-être déboucher sur du journalisme. D'ailleurs. Et qui va peut-être déboucher. Voilà, tout à fait. Mais. Il y a des limites à ça. Moi, j'ai croisé des confrères qui ont des sites connus sur la place et j'ai rencontré quelqu'un qui me dit, à propos je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais qui me dit à propos d'un festival, c'est scandaleux ce que la ville investit sur ce type de festival, etc. La ville investit tant, alors que le budget de la ville est de tant. Bon, le gars faisait des erreurs sur tous les chiffres. Ah, et puis en plus, le gars en question, il s'était vu refuser un festival qu'il avait proposé. Donc on avait quelqu'un qui avait un vécu associatif très fort et qui donnait que des mauvais chiffres, mais d'ailleurs de bonne foi. Et c'est là qu'on intervient, nous. Quand on nous dit la ville de Tours a donné 3 millions sur cette manifestation, tu dis ça n'est pas vrai, elle a donné 170 000, c'est pas 3 millions. Et le budget de la ville de Tours, c'est 6 millions. Non, ça c'est le budget du Grand Théâtre. Voilà, c'est pas les chiffres que je donne, ils sont peut-être. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est là notre boulot. Bon, moi je dirais que aussi c'est une question de génération. Hein. Tout à l'heure tu disais quand même que c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas notre culture. Hein. On n'est pas né dedans. Hein. Et moi je n'ai pas de honte à dire, ça me pose des problèmes, bien sûr, ça me pose des problèmes parce que je suis pas très performant sur le truc.
ce que je vois, c'est que ça a transformé quand même mon travail en termes de collecte de l'information. Mais collecte, plutôt d'alerte sur l'information, puisque encore une fois, on travaille tous les trois, et en général les correspondants, Xavier c'est pareil, on travaille pour des médias qui veulent une information vérifiée avec une source, enfin moi en tout cas, il faut que ça soit sourcé béton, enfin, et donc les réseaux sociaux me servent essentiellement d'alerte en termes de collecte de l'information. Mais je ne maîtrise pas tout. Pour moi, une recherche sur Twitter, quand je commence à faire des recherches sur Twitter, je sais que ce n'est pas une recherche, c'est une passoire. Il y a plein de trucs qui m'échappent. Par contre, j'ai mon fils aîné qui travaille pour les réseaux sociaux, pour la radio-télévision suisse romande. C'est comme ça. Alors lui, quand il m'en parle, je ne comprends rien. Je comprends rien. Une petite formation je après. perçois. Pour toi. Non, mais j'ai eu des formations à l'AFP, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai pas l'occasion non plus. Et ce que je vois aussi quand même, et là, ça, c'est le côté positif, même si je comprends pas. Je vois bien les côtés positifs. La critique que je ferais, c'est que ça a aussi transformé mon travail dans le sens que c'est chronophage, mais d'une manière démentielle. Et dernièrement, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que tu lis toujours le fil de l'AFP ? Quand je suis rentré à l'AFP, on commençait sa journée en lisant les informations des 12 dernières heures. Voilà, on se tapait le fil de l'AFP. J'ai plus le temps. Je lui ai dit non, je peux plus lire le fil de l'AFP. Je lis les informations de l'AFP en fonction de mes centres d'intérêt immédiats. Mais je peux plus. Et en fait, pour avoir une vision globale de l'actualité, je vais voir Google Actualité. Voilà. Je vais plus voir le fil AFP. C'est dramatique. Pour moi, je trouve ça. Pour moi, c'est un changement de culture qui, moi, matin, je trouve ça dommage. Mais voilà. La réalité des réseaux sociaux, c'est aussi que c'est une perte de temps, parce qu'il y a aussi beaucoup de pertes. Il y a beaucoup de pertes sur la recherche sur les réseaux sociaux. Et ce temps-là, c'est du temps qu'on ne peut pas consacrer à se cultiver sur l'actualité internationale, sur l'actualité nationale, approfondir des sujets. Voilà, il y a plein de trucs qu'on faisait avant et qu'on ne peut plus faire. Et ça, c'est vraiment un problème. Bien. Mais en tout cas, s'il y avait une autre question. Oui. Oui, alors Muriel Roudot, je suis attachée de presse. Et pour répondre à ce que tu disais, donc moi, mon métier, c'est de communiquer vers les médias, d'accord ? Donc jusqu'alors, on travaillait toujours avec les médias traditionnels, etc. Et moi, je veux juste témoigner de ce qu'apportent les réseaux sociaux dans mon métier aujourd'hui. Tu vas recevoir des communiqués de presse ? Non, pas du tout. C'est là où je vais dire quelque chose qui va peut-être beaucoup choquer. Mais en tous les cas, moi, aujourd'hui, j'utilise énormément les réseaux sociaux, donc pour des groupes pour lesquels je travaille, pour contourner des médias traditionnels qui ne prenaient pas nos infos pour une raison ou pour une autre. Alors attention, mes infos sont très souvent prises. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, l'opportunité du réseau social pour les grands groupes, c'est comment contourner les médias tradis pour qu'on se débrouille, pour que via les blogs, via les médias Internet, la marque puisse exister d'une façon ou d'une autre, mais déguisée ou en espace pub ou en partenariat. Et je peux vous assurer que depuis la naissance des réseaux sociaux, qui est quand même ancienne, faut pas exagérer, enfin c'est quand même vieux maintenant, eh bien des marques, évidemment je travaille pas du tout de la même façon. Il y a une recherche d'angle. Quand on travaille avec un média traditionnel, il y a une vraie recherche d'angle. Nous, on structure les choses et on propose des angles, voilà, qui correspondent aux lignes éditoriales. Ce mot n'a pas du tout été prononcé dans la soirée, mais qui correspondent aux lignes éditoriales des médias. Donc là, on a 2 médias généralistes, ok, mais après, on a 2 médias qui sont plus identifiables, on va dire, un média éco, un média chrétien, avec une appétence pour les sujets sociétaux, une ouverture sociétale. Donc, on ne travaille pas du tout de la même façon avec l'AFP, avec RTL, qu'avec les Échos, etc. Et moi, je leur fournis des infos qu'ils prennent ou qu'ils ne prennent pas selon l'intérêt qu'ils jugent, eux, de ça. Mais en réseau social, enfin, sur les réseaux sociaux, on peut tout faire.
Et ça devient, en termes informatifs, un peu du grand n'importe quoi si les communicants n'ont pas un peu d'éthique en disant bah non, moi ça je le fais pas. Voilà, c'est très facile. C'est très très facile. Il suffit, en santé par exemple ou en alimentation, il suffit de prendre un expert un peu moins regardant, de lui demander 3 mots, 4 lignes. Ces 3 mots, 4 lignes, ils vont être super bien utilisés. On va les travailler pour les réseaux sociaux. Et vous allez lire partout que tel produit est vachement bon pour la santé, il vous fera maigrir, il vous fera, je ne sais pas, rêver, enfin tout ce que vous voulez. Et voilà. Donc, quand vous faites sérieusement votre métier sur un média sport, etc., super. Mais les marques, tout ça, on peut vraiment, vraiment beaucoup travailler sur les réseaux sociaux. Donc, ça a changé notre métier. Christian, pour conclure. Juste un exemple par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aussi au blog. J'ai un collègue qui organise une grosse conférence de presse aux États-Unis pour les pneus Pirelli, je crois. Je ne suis pas sûr que ce soit Pirelli, mais et il se retrouve au sommet d'une énorme tour, là, et tous les journalistes automobiles sont là. Et il y a un type qui arrive, casquette, survêt, et le directeur de Pirelli se lève. Et là, il fait « Ça va ma couille ?» Oh, le mec se dit, mais qui c'est ce mec il parle comme ça au directeur de Pirelli, il est fou. Et l'autre dit, oui, très très bien, et toi, je suis content. Ben, assis-toi, je suis vraiment content que tu sois là, super. Le gars s'installe, il dit, ouais, monte tes pneus. Et mon collègue dit, mais c'est qui le mec qui rentre en survêt, la casquette en arrière, et qui branche le directeur de Pirelli? Il lui dit, c'est quelqu'un, surtout, tu es très gentil avec lui, il a un blog, il est spécialiste du pneu, il a 30 millions d'abonnés. S'il dit que les pneus Pirelli sont pourris, Pirelli s'effondre. Donc tous les journalistes là ne représentaient rien à côté du gars qui est arrivé en survêt et qui faisait ami avec le directeur de Pirelli. S'il lui disait que les pneus Pirelli n'étaient pas bons, la marque ne démarrait pas. Voilà un exemple. C'est le cas dans la beauté aussi. Oui, tout à fait. Dans les youtubeuses beauté, c'est... Moi, je travaille un petit peu pour un journal professionnel de la cosmétique, puisqu'on a ici en région un terreau d'industriels de la cosmétique. Et donc, je m'intéresse un peu à ça. Et il m'est arrivé de voir à Chartres des présentations de youtubeuses que je ne connaissais absolument pas, mais que les industriels regardaient avec des yeux de chimène, quoi. Ouais. Et que personne ne connaît, donc je confirme. Et ce que ça change pour la presse, c'est que si mon journal professionnel ne monte pas en compétence sur le traitement de l'information, c'est fini. Et donc c'est pour ça qu'ils m'ont demandé, moi, parce qu'en fait je travaille aussi pour l'usine Nouvelle, voilà. Ils n'ont pas pris un journaliste généraliste pour leur faire des remontées d'infos, ils ont pris quelqu'un qui va mettre les pieds dans les usines, voilà. Sinon c'est pas la peine. Bon, ben c'est bien, quand tu sauras à qui Ettori va vendre le TFC, tu vas gagner 30 000 abonnés. Non, tu m'appelles et moi je cite ton site à l'antenne. Voilà, tu vois et j'appelle Denis en disant j'ai cette info, je la donne demain matin, tu attends que je la donne et Denis cite RTL qui cite ton site. Tous un peu d'argent. Tous des mafieux, voilà la conclusion. Bon, en tout cas, un grand merci à vous tous de cet échange. Je pense que ça augure bien de ces échanges, de ces off. Ce qui est sûr, c'est qu'il va absolument falloir faire un off sur les blogs, sur YouTube et les réseaux sociaux. Donc ça, on va le programmer très vite. On va le mettre dans le programme. Ça, c'est certain, parce que je sens qu'il y a un vrai débat qui monte là-dessus. Merci à tous. Je pense qu'on peut applaudir et saluer. Merci à Dominique pour son accueil. Juste un dernier mot pour vous donner rendez-vous le 15 février pour la deuxième édition des Off. Le 15 février, on va parler des nouveaux médias. Les nouveaux médias en local, donc là, sur le journalisme local, apportent-ils des nouvelles pratiques ? Et puis, si vous avez le temps de rester 5 minutes avec nous, il y a un petit coup de cidre à boire si vous voulez. Voilà, merci à tous. À bientôt.